Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver donc, pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous 100% foncier, 100% pro pour aborder concrètement, avec l'aide d'experts, différentes thématiques en lien avec les questions foncières et les nombreux enjeux qu'elles recouvrent. Alors, au menu du jour, la gestion durable de la forêt en Nouvelle-Aquitaine, avec un focus particulier sur la situation des petites parcelles forestières. Comment acheter, vendre ou échanger des parcelles pour en optimiser et faciliter la gestion. Quelles sont les stratégies et les bonnes pratiques pour une gestion durable? Quels sont les risques aussi liés au changement climatique? Et comment renforcer donc la résilience des forêts? Avec nos intervenants, vous allez le voir, nous vous apporterons aussi un éclairage sur la diversité des forêts en Nouvelle-Aquitaine. Qui sont les propriétaires forestiers d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine? Quelles sont les spécificités de ces forêts? Je vous rappelle aussi que pendant toute la durée de ce webinaire, vous pouvez réagir donc, et poser vos questions grâce au chat qui est situé à la droite de votre écran. On essaiera donc à la fin de prendre un certain nombre de ces questions en direct. Alors sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir donc nos invités du jour, Lise Mattiazzo, Julie Méluc, Pierre Baudesson et Bruno Lacrampe. Lise Mattiazzo, bonjour. Alors on ne vous entend pas, on va remettre le micro. On ne vous entend toujours pas, je crois. Voilà, ça y est, je crois que ça marche. Voilà, donc voilà, je rappelle que vous êtes maire donc, de Bussac-Forêt, Bussac-Forêt, élu référente forêt également pour la communauté de communes de Haute-Saintonge. De Haute-Saintonge. Ravi de vous accueillir. Julie Méluc, bonjour. Bonjour. Vous-même, donc, vous êtes également donc, au sein de la CDC de Haute-Saintonge et vous êtes chargé de mission, donc forêt et filière bois. Ravi de vous accueillir également. Pierre Baudesson, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est le Centre régional de la propriété forestière. Ravi de vous accueillir également. Et enfin, donc, Bruno Lacrampe, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine pour le département des Landes. Ravi de vous accueillir également. Donc, je vous le rappelle de nouveau, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir donc, via le chat donc, qui est situé à la droite de votre écran. Pierre Baudesson, donc, je tourne d'abord vers vous. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du CRPF Nouvelle-Aquitaine. Un mot tout d'abord pour présenter ce qu'est le Centre régional de la propriété forestière à l'échelon régional, et puis peut-être un mot sur l'instance nationale qui est le CNPF. Oui, tout à fait. Donc, le CNPF ou CRPF, c'est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Agriculture qui a pour une mission, la mission globale, c'est de développer la gestion durable des forêts privées et en Nouvelle-Aquitaine, donc une antenne pour Nouvelle-Aquitaine. Nos principales missions en 3 points. Le premier, c'est tout ce qui est orienté la gestion des forêts privées, donc la rédaction d'un document cadre qui explique ce que c'est que la gestion durable, sur lequel on regarde pour vérifier que les documents de gestion des particuliers, notamment les consignes de gestion, on en reparlera peut-être, sont bien conformes. Donc, c'est instruisant et c'est agréé par un conseil de centre constitué d'élus, de propriétaires forestiers élus, qui agrée les documents des particuliers. Voilà, ça c'est la grosse mission du CNPF, mais on a également toute une formation et de conseils auprès des propriétaires, le conseil gratuit bien sûr, et puis tout ce qui est regroupement, donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui, tout ce qui est regroupement de la petite propriété forestière. Voilà, le tout dans un cadre de bonne prise en compte de l'environnement. Les missions du CRPF. Merci. J'évoquais en ouverture cette notion de gestion durable de la forêt en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt évoquer et parler donc des forêts de Nouvelle-Aquitaine, tant celles-ci sont marquées par la diversité finalement? Oui, alors c'est vrai que chaque région a ses spécificités. Nouvelle-Aquitaine est bien connue pour ses spécificités, mais je vais en dire quelques mots parce que ça vaut le coup. On est dans une belle région forestière, une grande région forestière. On a noté que c'est la première région de France forestière pour sa taille, pour la surface. En France, il y a 17 millions d'hectares et en fait, il y en a quasiment 3 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, de fait, c'est une région extrêmement forestière avec un taux de boisement, bien sûr, plus élevé qu'au niveau national. Parce qu'au niveau national, on tourne autour de 30-31 et en Nouvelle-Aquitaine, plus de 34% de taux de boisement. Donc, une forêt très présente. Une forêt très présente et en augmentation, un peu partout comme en France d'ailleurs, mais plus de plusieurs milliers d'hectares par an d'augmentation de la couverture boisée.
Alors après, on peut parler rapidement des essences en Nouvelle-Aquitaine. En fait, Oui, un peu comme en France, ben, c'est le feuillu qui domine, hein, domine largement. Alors, il domine un petit peu moins en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en France, on tourne autour de plus de 70% de feuillus. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 64%. N'empêche que c'est extrêmement important, cette présence du feuillu, même dans les massifs très résineux. Donc, 64%, 2 tiers de feuillus et un bon tiers de résineux. Alors, pour les feuillus, bien sûr, c'est le chêne qui domine, hein, les chênes, on parle des chênes de pays, c'est eux qui dominent largement les feuillus en Nouvelle-Aquitaine. On retrouve ça en France, hein, les chênes. Puis après, le châtaignier, qui est même emblématique, hein, pour le Limousin, avec les feuilles de châtaignier, le chêne du Limousin. Le hêtre également, pour 7%. Concernant les résineux, ah ben, il n'y a pas de surprise, hein, c'est le Pin qui domine. Et de très loin, les résineux. Un quart des peuplements forestiers sont aussi de pins maritimes. Alors ça, c'est l'importance du massif landais. Après, on retrouve un peu le Douglas. Le Douglas est quand même emblématique pour le Limousin notamment, hein, c'est une région, mais ce n'est que 6% de la surface. On revient un peu surface des forêts en Nouvelle-Aquitaine, c'est 6% pour le Douglas. Les grands massifs pour la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on peut regrouper, évidemment, il y a des spécificités dans chaque vallée, dans chaque pays, mais il n'empêche de mentionner 4 gros massifs pour la Nouvelle-Aquitaine. Le premier, ben, c'est le massif landais, bien sûr, pas de surprise là-dessus. Donc, c'est tout le de Gascogne, la Double, ce qui est dominé par le Pin maritime, hein, ça c'est le gros triangle que l'on a en Nouvelle-Aquitaine. Après, on peut parler pour le massif forestier du haut plateau du Limousin, parce que c'est quand même assez spécifique. Bon, il y a du feuillu, du Douglas, des résineux autres, massif de production également, extrêmement important pour la filière, l'aspect économique du territoire. Et après, les autres massifs feuillus des départements, alors hors au plateau du Limousin, bien sûr, donc tout ce qui est Vienne, Charente, Périgord. Là, on a des zones de faible altitude avec des massifs feuillus. On peut regrouper ça dans une entité. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose qui est plus restreint en surface, mais n'empêche qu'important pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est tout ce qui est filière populicole. Le peuplier. Le peuplier, c'est petit en surface, mais une importance économique forte. Alors, c'est les plaines alluviales de la Boutonne, la Garonne, la Dordogne ou la Dour. C'est là où on retrouve ces peupliers, ces peupleraies. Bon, petit en surface, mais on peut considérer dans Nouvelle-Aquitaine 4 gros massifs, 4 ensembles forestiers qui ressortent. Donc tout ça marqué par beaucoup de diversité. Est-ce qu'on a une idée du profil des propriétaires forestiers en Nouvelle-Aquitaine? Qui sont les propriétaires forestiers? J'imagine on doit avoir une certaine diversité. Ah oui, propriétaire forestier. En fait, comme vous, comme moi, on peut être propriétaire forestier. On a à peu près tout style de propriétaire forestier. Mais on peut reprendre quand même la spécificité de la Nouvelle-Aquitaine, qu'on retrouve d'ailleurs en Bretagne, le Pays de la Loire, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires forestiers. Et ça représente une grande part de la forêt en Nouvelle-Aquitaine. À savoir, on dépasse les 90%, c'est 91% d'ailleurs pour être plus précis, des forêts qui appartiennent à des propriétaires privés. C'est une part très importante. Et donc, c'est 75% en France. Vous voyez, donc c'est plus important en Nouvelle-Aquitaine, la part de la forêt privée est plus importante en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est près de 650 000 propriétaires en Nouvelle-Aquitaine, propriétaires de forêts. Donc évidemment, tout ce grand nombre de propriétaires, on a des profils très différents qui va de tout style de la société, hein, ça représente un peu la société. Alors, de fait, un grand nombre de propriétaires, une surface tout de même limitée, ça fait que par propriétaire, on a à peu près 4 hectares en moyenne par propriétaire, ou du moins par compte de propriété. C'est pas grand. Et donc, ça a des conséquences, évidemment. Ça a des conséquences économiques, paysagères, ça a des conséquences écologiques, évidemment. Et quand on regarde un peu plus, les propriétés de plus de 80% des propriétaires, donc de ces 650 000 propriétaires, ont moins de 10 hectares. Vous voyez, il y a énormément de tout petits propriétaires, 80%
des propriétaires en moins de 10 hectares. Et puis à l'inversement, dans les gros propriétaires, les propriétés de plus de 10 hectares, donc plutôt les grosses propriétés, couvrent 70% de la surface. Vous voyez, il y a peu de gros propriétaires, mais n'empêche que ça représente une part importante de, de la forêt. Évidemment, c'est un peu, je disais en moyenne 4%, mais c'est en fonction des départements, ça change. Hein. Vous savez qu'en Gironde, dans les Landes, on a plutôt des propriétés plus grandes. Hein. Et puis, à l'inverse, Pyrénées-Atlantiques ou Charente-Maritime, on peut avoir des surfaces par propriétaire plus petites et encore plus petites, notamment sur les peupleraies. On parlait tout à l'heure des massifs populicoles. Et ben, de fait, les propriétés sont plus petites pour les propriétaires de peupliers. Mais tout ça, c'est pas parce que c'est petit, hein, j'en reviendrai là-dessus, c'est pas parce que c'est petit que c'est mal géré. Hein. Il y a cette grande diversité de propriétaires, c'est un gage, diversité bien sûr, c'est un gage aussi de diversité de sylviculture, c'est un gage de biodiversité. Qu'on le veuille ou non, en tous les cas, le constat est qu'il y a beaucoup de propriétaires, ça représente un peu toute la société et ça permet à la forêt privée d'être très diverse. C'est un fait. Et c'est un atout de ce point de vue-là. Merci pour ces premières informations. On va rester avec vous, Pierre Baudesson, et pour aborder, si vous le voulez bien, donc, le cœur de notre webinaire, à savoir les conditions d'une gestion durable des forêts en Nouvelle-Aquitaine. Bon, avec voilà cette diversité que vous venez d'évoquer. Tout ça dans un contexte d'ailleurs de changement climatique, hein, aux multiples effets. Et peut-être, Pierre, est-ce qu'on pourrait commencer par définir cette notion de gestion durable de la forêt? C'est quoi une gestion durable de la forêt? Oui, c'est une bonne question parce que gestion durable, on entend parler de partout de la durabilité, gestion durable, mais en fait concrètement, c'est pas facile de savoir ce que c'est. Autrefois, c'était facile parce que dans le code forestier, c'était défini. Et c'était défini par une gestion en bon père de famille. Ça, c'est le terme repris du code forestier, gestion en bon père de famille. Ça suffisait comme une explication, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. Maintenant, on appelle ça de la gestion durable. Et en fait, plus concrètement, qu'est-ce que c'est que cette gestion durable? En fait, ça permet aux forêts de fournir à nos contemporains les biens et services que fournissent la forêt. Donc, les biens et services, c'est la production de bois, bien sûr, c'est le stockage de carbone, c'est la prise en compte de l'eau et la sauvegarde de la ressource en eau, c'est les paysages, c'est l'emploi. Donc, cette gestion durable doit prendre en compte toutes ces productions de biens et services, tout en faisant le nécessaire pour que nos propriétaires futurs, nos descendants, puissent en faire de même. Voilà, donc c'est ça, la gestion durable, c'est la gestion de mon père de famille, c'est-à-dire on essaie de produire ce qu'on peut, mais on fait le nécessaire pour que nos suivants puissent en faire pareil. Et j'imagine, oui, pardon. On s'appuie en fait sur trois points. Oui, il y a des bonnes pratiques associées à cette gestion durable. Oui, tout à fait. Les bonnes pratiques, en fait, c'est justement, il y a 3 points sur lesquels il faut regarder. C'est les aspects économiques. Hein, une gestion qui est économiquement non durable, ce n'est pas une gestion durable. Les aspects sociétaux, le paysage, l'emploi, une gestion qui détruirait l'emploi, ce n'est pas une gestion durable. Les aspects écologiques, pareil, une gestion qui détruirait l'environnement, eh ben, ce n'est pas une gestion durable. Donc voilà, cette gestion durable, c'est un équilibre entre ces 3 points, économique, écologique et sociétal. Et de fait, comment faire, parce que concrètement, on a bien défini cette gestion durable, mais comment faire pour faire cette bonne gestion? Eh bien, il y a des documents, justement, qui permettent d'établir ce que l'on veut faire de sa forêt, de ce que l'on souhaite, quels sont ses objectifs, la décrire, et puis ce que l'on compte y faire concrètement avec un programme de coupe et travaux. On appelle ça les documents de gestion durable. Le plus connu étant le plan simple de gestion, PSG. Le plan simple de gestion, c'est document indispensable pour les forêts de plus de 20 hectares, dans lequel, évidemment, on retrouve la description de la forêt, on retrouve ce que compte faire le propriétaire, on retrouve le programme de coupe et travaux. Mais ça, c'est pour les propriétés de plus de 20 hectares. On a aussi des documents plus faciles d'accès, plus faciles pour les propriétaires à s'investir. C'est donc les codes de bonnes pratiques sylvicoles, CBPS. Donc ça, c'est pour les plus petits propriétaires, enfin les propriétés qui sont plus petites en surface. Et puis pour d'autres qui
qui font gérer leur bois par un organisme de gestion, comme coopérative ou expert, et qui ne sont pas obligés d'avoir un plan simple de gestion, peuvent avoir un document qui s'appelle le règlement type de gestion, RTG, qui est également un document de gestion durable. Alors, à quoi? En fait, quels sont les bénéfices? Parce qu'en fait, de fait, ça permet de montrer qu'on gère bien, ça permet d'établir sur le papier ce que l'on compte y faire. La gestion forestière, vous savez que c'est du long terme, et donc également prévoir l'avenir, c'est-à-dire une éventuelle transmission. Ben, c'est important de marquer sur son document ce que l'on compte faire telle année, telle autre année. Et donc, c'est un avantage pour le propriétaire d'avoir ça, et pour l'État, ça permet donc de s'assurer que la forêt est gérée durablement, bien sûr. Pour établir une politique forestière, il faut s'assurer que c'est bien géré. Et ça permet également d'aider les propriétaires qui vont dans ce sens de gestion durable. Et donc, il y a des aides. Alors, c'est des aides de la défiscalisation, par exemple, on peut en reparler. Ça peut être des aides forestières à l'investissement forestier, par exemple. Pour obtenir ces aides par le Sésame, eh ben, il faut avoir un document de gestion durable. Pour être certifié également, par exemple, la certification PEFC, eh ben, il faut montrer que l'on gère bien. Et donc, le document de gestion durable permet de montrer que l'on gère bien sa forêt. J'imagine, Pierre Baudesson, que s'agissant d'entrer dans cette dynamique de gestion durable, il y a moyen de se faire accompagner parce que, il y a effectivement un certain nombre de documents supports qui permettent d'expliquer, de montrer ce qui est entrepris pour se faire, mais tout ça reste quand même, pour qui n'a pas l'habitude, assez complexe quand même. Il y a moyen de se faire accompagner? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, se lancer là-dedans, c'est un peu difficile. Il y a donc le CRPF au niveau national, l'établissement public. On est au service des propriétaires forestiers, un service gratuit. On n'a rien à vendre, rien à acheter, donc c'est facile. On est simplement là à aider les propriétaires à rentrer dans cette dynamique de gestion durable. Donc, on est là pour les aider. Alors, pour les aiguiller, pour les orienter, pour montrer. Bien sûr que ce n'est pas nous qui allons rédiger ce document de gestion durable. Il y a des gestionnaires forestiers professionnels, les coopératives, les experts, les techniciens indépendants, mais le propriétaire lui-même peut également rédiger son document de gestion durable pour rentrer dans cette dynamique. Et de fait, pour que sa gestion, pour s'assurer que la gestion est bien conforme au code forestier, il y a l'établissement public, nous, le CRPF, on regarde, on instruit si ce qu'il a prévu correspond bien au code forestier. Et là, on regarde, par exemple, l'ensemble des gestions, on regarde tout ce qu'il a prévu, couper travaux, et on compare par rapport au schéma régional de gestion sylvicole, c'est le document cadre. On regarde si c'est conforme. Et si c'est conforme, c'est de la gestion durable. À noter que cette gestion durable, c'est une politique d'État. Ce n'est pas la région qui choisit ce que c'est que la gestion durable en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Le document a été validé par le ministre. Un mot, Pierre, très rapide sur la question qui est liée à cette notion de gestion durable, de l'acceptabilité sociétale, donc l'acceptation par la société de certaines pratiques sylvicoles. Je pense notamment aux coupes rases, parce que malheureusement, dans la société, dans l'opinion publique, coupe rase égale déforestation. Bon, c'est un sujet sensible, on le sait aujourd'hui. Il n'en est rien, bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que là, finalement, s'engager dans cette notion, dans des pratiques de gestion durable, c'est un moyen de se prémunir de ces difficultés-là, d'acceptabilité par rapport à ce que peut représenter une coupe rase? Tout à fait, parce qu'en fait, cette gestion durable, c'est une gestion qui est un équilibre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un équilibre entre les aspects économiques, entre les aspects écologiques, entre les aspects sociétaux. Et donc, quand on rentre dans cette dynamique de gestion durable, donc conforme à un document cadre qui est le SRJS, on prend automatiquement en compte tout ce panel, tout ce paysage écologique, économique, sociétaux. Et du coup, quand on est là-dedans, on peut dire ça, c'est la gestion durable, d'autant plus que le document cadre a été validé rédigé par le CRPF, bien sûr, mais avec des groupes de travail, puis avec consultation du public, puis évaluation environnementale, puis validation du ministre. Cette gestion, telle que décrite dans ce SRJS, donc ce document cadre, rentre vraiment dans la prise en compte des aspects environnementaux, rentre dans les aspects sociétaux, dans les aspects économiques. Donc, a priori, si c'est la gestion qui est conforme au SRJS, il n'y a pas de souci. Et alors évidemment, on peut trouver que telle et telle gestion, on pourrait faire plus
Alors, c'est un équilibre, la gestion durable, c'est un équilibre. Mais n'empêche que c'est un équilibre qui a été validé, et notamment validé au plus haut niveau de l'État, hein, parce que comme je disais, c'est validé par le ministre. Donc là-dessus, c'est un gage, c'est une garantie, d'ailleurs c'est le terme, garantie de gestion durable. C'est une garantie que l'on gère durablement son patrimoine sans porter atteinte à l'économie, sans porter atteinte notable à l'environnement, sans porter atteinte notable aux aspects sociétaux, à l'emploi, bien sûr, à l'emploi locaux. Ça, c'est important. Et donc, c'est là-dessus, on n'a pas à rougir du tout. Hein. Tout ce qui est dans le SRGS, ça a été longuement étudié, longuement vu, sous-pesé. Et tout ce qui est conforme à ce SRGS-là, c'est la gestion durable. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci Pierre Baudesson donc, pour ces premières informations. Lise Mattiazzo, rebonjour. Je rappelle que vous êtes maire de Bussac-Forêt, petite commune du sud de Charente-Maritime, si je ne me trompe pas. Hein. Comme son nom l'indique, c'est une commune forestière. Forestière, voilà. Voilà, 3400 hectares, 2800 hectares de bois et de forêt, hein, et de landes. Donc, vous êtes élue référente également au sein de la communauté de communes de Haute-Saintonge, élue référente sur la question forestière. Hein. Tout à fait. C'est bien ça. Alors justement, donc, vous avez commencé à l'exprimer. Peut-être un mot de présentation de la forêt en Haute-Saintonge et peut-être pour mettre en évidence la problématique du morcellement, parce que Pierre Baudesson l'évoquait déjà lorsqu'il évoquait la question de la gestion durable et de la difficulté que ça pouvait représenter quand on était sur de petites parcelles. C'est un peu le cas chez vous? Nous, c'est très, très, très morcelé. Hein. C'est vraiment… par exemple, moi, je vais vous donner un exemple sur une commune où il y a eu une action forestière de menée. C'est où il y avait donc 280 hectares, 287 propriétaires et 1293 parcelles. C'est vous dire quand même si c'était vraiment morcelé, mais cet exemple-là peut s'appliquer sur une grande partie de la Haute-Saintonge. C'est pour ça qu'on travaille avec notre chargé de mission pour essayer donc de faire des échanges, de rapprocher les propriétaires pour permettre donc d'éviter ce grand morcellement qui empêche vraiment une utilisation du bois de manière correcte, puisque bon, sur ce secteur dont je viens de parler, là, même les bois qui étaient tombés de 99 n'avaient pas pu être exploités parce que les propriétaires n'avaient ni les moyens, ni peut-être l'envie, compte tenu de la dévaleur donc, de ces bois, pour pouvoir faire le nettoyage comme il devait être. Oui. Donc, c'est quand on parle… problème sur notre secteur, le morcellement. Hein. Oui, et travailler sur cette problématique, c'est probablement un préalable nécessaire avant d'aborder quelque ambition que ce soit sur la gestion durable, finalement. Ben, c'est difficile de parler de gestion durable quand beaucoup de propriétaires ont de toutes petites parcelles qui ne peuvent pas exploiter, qui ne peuvent pas travailler correctement et qui restent là, qui sont quelquefois des parcelles dépérissantes, il faut bien le souligner aussi, et qui n'ont pas de plan de gestion puisque ce sont vraiment des petites parcelles. Voilà, ils sont un peu laissés dans la liberté, enfin dans la nature, si je peux m'exprimer ainsi, avec leurs parcelles. Donc, on est largement en dessous, pour ce qui vous concerne, de la moyenne des 4 hectares qu'évoquait tout à l'heure. Nous, c'est 0 hectare 50 à peu près. Et encore parce que certaines communes dans le secteur ont eu des restructurations foncières forestières qui a permis donc de diminuer un peu cette moyenne. Hein. En tout cas, donc la CDC de Haute-Saintonge s'est saisie de ce sujet pour essayer de trouver des solutions. Je reviendrai vers vous et vers votre collaboratrice, Madame Méluc, donc pour parler justement de l'action qui a été conduite précisément sur votre secteur. Pierre Baudesson, je reviens vers vous. Bon, vous connaissez la situation de la Haute-Saintonge en la matière. Quels sont les outils disponibles justement pour essayer de favoriser le regroupement des propriétaires et de ces parcelles? Oui, de fait, c'est extrêmement morcelé. Et comment faire pour pouvoir gérer son patrimoine? Alors déjà, il y a différents types d'approches. Déjà, s'entendre avec son voisin, c'est déjà une approche entre propriétaires.
Quand l'un compte faire des travaux, ben, il peut consulter ses voisins en disant « Je vais faire des travaux chez moi, est-ce que vous ne serez pas intéressé pour faire venir une entreprise pour l'ensemble des parcelles ?» Ça, c'est de l'entente entre voisins. Il n'y a pas besoin d'un établissement public pour ça, bien sûr, mais n'empêche que c'est la base. Après, il y a les regroupements de chantiers. Nous, on peut être mis au courant via des aides, notamment les aides de la région, pour regrouper des chantiers. On est au courant que tel propriétaire souhaite faire un balivage chez lui. Eh ben, on peut dire, ah bah oui, justement, il y a madame machin qui habite pas très loin, qui veut faire la même chose, on les met en contact. C'est de façon du regroupement. C'est du regroupement un peu quasiment du porte-à-porte, hein, c'est-à-dire qu'on est au courant, on sait, on est sur le terrain, le CRPF a des techniciens sur le terrain qui permettent de savoir quels sont les chantiers qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire du regroupement. Et c'est sûrement lié aux aides parce qu'il y a un bonus, un taux plus élevé pour les chantiers regroupés. Donc, il y a les travaux qui sont mutualisés, ça c'est l'avantage. Il y a d'autres structures, les groupements forestiers, les groupements forestiers familiaux, les groupements forestiers d'investissement, permettent justement de se regrouper et de se mettre la propriété sous une seule entité, groupements forestiers notamment. Les groupements fonciers ruraux sont des groupements agricoles. Et il y a également, pour aller à l'étage plus haut au-dessus, il y a l'association syndicale libre de gestion forestière est une forme de regroupement, ASLGF, Association libre de gestion forestière. Les propriétaires, là, restent maîtres de leur domaine. Ils ne vendent pas, ils peuvent décider tout le temps sur ce qu'ils comptent faire sur leur parcelle, mais il y a un plan simple de gestion commun. Et ce plan simple de gestion permet justement sur une Comcom, par exemple, ou au-delà, de regrouper tous les petits propriétaires qui le souhaitent, bien sûr, c'est que du volontariat, et d'avoir un plan simple de gestion commun qui dit, par exemple, en 2025, on a du balivage à faire chez 5 propriétaires différents qui sont espacés de plusieurs kilomètres, mais on le sait, ça permet de faire un appel pour l'association, de faire un appel d'offres auprès des ETF ou des exploitants forestiers pour dire, on a 10 hectares, pas d'un seul tenant, bien sûr, 10 hectares de chantier à peu près homogène. Ça permet de tirer les prix, ça permet d'organiser tout ça. Et donc, la SLGF est un outil qu'on met en œuvre, sur des territoires et qui permet d'avoir un plan simple de gestion qui est aidé notamment par l'État, d'avoir un label JF. Bon, la labellisation permet justement les aides, notamment le plan simple de gestion quasiment gratuit, et d'avoir un gestionnaire pour une foultitude de petits propriétaires qui gardent leur maîtrise. Chaque année, ils peuvent dire non, en fait, non, je ne veux pas vendre cette année, ou bien je ne veux pas faire les travaux avec mon voisin parce que ça ne correspond pas. Mais n'empêche qu'il y a un plan simple de gestion en commun. Voilà, la SLGF est un des outils que l'on met en œuvre actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Pierre, parmi les outils disponibles là, pour favoriser le regroupement, Bruno Lacrampe, le directeur de la SAFER, qui est présent aujourd'hui à nos côtés, me signalait l'existence d'un plan de développement du massif sur le sud Adour. Ça fait partie des outils qui sont mobilisés pour favoriser le regroupement. Oui, c'est une approche, en fait, ça permet de connaître mieux le territoire, de mobiliser du personnel sur ce territoire-là, dans un objectif de regroupement et de se faire connaître, que les propriétaires se connaissent, et essayer d'élaborer quelque chose en commun pour développer. Donc, il peut y avoir des plans de développement de massifs, les PDM. Alors, celui d'Adour, c'est le cas, mais de fait, c'est dans un objectif de mieux mutualiser les travaux, de mutualiser les coupes, et de faire en sorte que les propriétaires se connaissent et travaillent en commun. Voilà, ça c'est extrêmement pertinent. On peut également mettre en place des dessertes, parce que c'est des chantiers, des investissements importants financièrement. Et donc, se mettre en commun permet justement de fédérer des aides de l'État et de fédérer tous les propriétaires autour d'un chantier. Alors, ça peut être un chantier ponctuel, mais ça peut être aussi autour d'une gestion forestière. Voilà. Ok. Un mot, Pierre, pour terminer de ce chapitre-là sur la problématique de l'adaptation aux effets du changement climatique. La forêt n'échappe pas à cette problématique-là. C'est un enjeu de gestion durable, évidemment. Est-ce qu'il y a des démarches à privilégier s'agissant de
de renforcer peut-être la résilience des massifs forestiers face aux risques, hein, parce que bon, les risques se multiplient, les effets sont déjà bien présents. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux propriétaires forestiers en la matière? Oui, comme vous dites, les risques sont très présents et sont présents. On les voit. On a une augmentation de température qui est connue. On a notamment les précipitations qui sont peut-être qui n'évoluent pas en quantité, mais qui évoluent dans la saison. Donc, on a des saisons qui peuvent être très sèches. Et donc, il faut adapter. Il faut adapter la sylviculture. C'est parce que le changement climatique a des effets des fois bénéfiques, hein, parce que notamment la saison de végétation commence plus tôt, elle se termine plus tard, mais si elle commence plus tôt, on peut avoir des coups de froid qui ne sont pas plus tard dans la saison, mais plutôt par rapport au développement de la végétation, donc des gels tardifs. Il faut adapter sa sylviculture. Et pour adapter la sylviculture, déjà, il faut connaître. Alors, connaître son peuplement, connaître les risques de son peuplement, connaître le sol de ses parcelles, connaître les stations forestières, ce qui permet de mieux voir si les essences sont vraiment adaptées à la station en présence, avant même d'imaginer le changement climatique. Après, il faut, après cette connaissance, il y a des outils qui existent, des outils qui sont notamment développés par le CNPF, on n'est pas le seul, hein, l'ONF, il y en a d'autres qui développent des outils pour bien déterminer les essences possibles. Après cette phase de connaissance, il faut agir. Alors, par exemple, pour l'eau, parce que l'eau, c'est quand même un des points fondamental avec l'augmentation de température, fait que les végétaux ont besoin d'eau. Donc, comment faire c'est un exemple, hein, pour économiser l'eau? Eh bien, déjà, il faut faire des éclaircies régulières, des éclaircies pas trop fortes, il faut ne pas stresser les arbres, des éclaircies qui permettent de favoriser les arbres qui sont en pleine croissance, les arbres qui sont en pleine santé, bien sûr. Donc, faire des éclaircies régulières. Des éclaircies qui peuvent être régulières et commencer assez tôt. Préserver les sols, c'est-à-dire un sol préservé, c'est un sol, par exemple, qu'on ne tasse pas. Ça permet qu'il puisse retenir plus d'eau. Donc, voilà, c'est toujours autour de l'eau. Donc, préserver les sols, adapter les itinéraires, choisir des essences adaptées à la station et adaptées au changement climatique et faire attention à la santé de son peuplement. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour l'eau. Comment faire pour adapter lié au changement climatique pour que sa gestion prenne mieux en compte les aspects eau. Mais on a également tous les aspects qui arrivent derrière. Donc voilà, de fait, il faut adapter sa sylviculture. On est dans un climat changeant. On ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme il y a 20 ans en disant le voisin a planté telle essence, c'est bon, ça marche chez lui, donc ça va marcher chez moi. Non, malheureusement, on ne peut plus faire comme ça. Il faut regarder tous nos choix sylvicoles au vu des changements climatiques. Merci Pierre pour ce premier éclairage. Pensez à poser vos questions hein, dans le chat, on essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin du webinaire. Bruno Lacrampe, donc, je rappelle que vous êtes directeur de la SAFER dans le département des Landes. S'agissant de… Pardon ? Ah pardon, j'avais cru que vous me disiez quelque chose, Bruno. Oui, je disais, s'agissant donc de vendre, d'échanger et d'optimiser tout ça pour une gestion durable, est-ce qu'on peut dire quand même que la forêt, d'une manière générale, aujourd'hui, en 2024, Bruno Lacrampe, est quand même objet de nombreuses convoitises et que ces convoitises ne simplifient pas les choses lorsqu'on a besoin effectivement de s'engager dans une gestion durable des forêts en Nouvelle-Aquitaine? Alors, si on parle de convoitise, il y a convoitise, il y a marché. Et ce marché, il faut déjà peut-être faire un petit focus dessus, parce que de quoi est-ce qu'on parle en termes de marché forestier en Nouvelle-Aquitaine? Tout à l'heure, M. Boudesson l'avait rappelé, il y a à peu près 3 millions d'hectares en Aquitaine, et le marché forestier n'échappe pas à la règle du marché des terres, c'est à peu près 1% par an de superficie forestière qui s'échange, qui fait que sur 10 ans, en moyenne, les volumes mis sur le marché sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près entre 24 et 30 000 hectares vendus chaque année. La moitié de ces superficies, bien entendu, sont dans les départements les plus forestiers, que sont la Dordogne notamment, la Gironde et les Landes, qui font plus de 50% de ce marché. Et on n'a pas tout à l'heure du morcellement. Il faut quand même remarquer, c'est tout à fait remarquable de ce marché-là, c'est que plus de la moitié des ventes portent sur des lots de moins de 2 hectares. Et quand on met le curseur jusqu'à 10 hectares, c'est 90% des transactions qui portent sur des lots qui sont entre 0 et 10 hectares. Donc, ça reflète bien la réalité du marché, ou du moins la propriété forestière qui est très morcelée.
À l'échelle du département des Landes, qui est à peu près 650 000 hectares de forêt dans le département, les 2 tiers de la superficie départementale, on est sur un marché qui est un peu plus fluctuant parce que peut-être une forêt plus de production avec une filière bois assez conséquente derrière. Ça varie entre 5 000 et 8 000 hectares par an, donc c'est assez fluctuant. Alors, est-ce qu'il y a des convoitises? Effectivement qu'il y a des convoitises dans ce marché-là, parce que c'est d'abord, je l'ai rappelé, une forêt de production. En Nouvelle-Aquitaine, il y a toute la filière bois résineux, toute la filière derrière qui nécessite d'avoir de la matière première de production. C'est aussi, vous l'avez rappelé, au niveau des CRPF, une valeur de placement, de patrimoine, de défiscalisation. Et on voit arriver, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, tous les enjeux sociétaux, environnementaux, de protection de la biodiversité, de pièges à carbone, de protection de l'environnement au sens large et de la ressource en eau des zones de captage, plus une notion qu'on voit apparaître de plus en plus prégnante aujourd'hui, de tout un tas d'investisseurs qui ont des projets de promotion immobilière, des projets industriels ou des projets de développement qui nécessitent de la compensation environnementale. Et donc, on va chercher cette compensation, notamment sur les espaces naturels, et qui dit espaces naturels, dit majoritairement les espaces boisés. Donc, quand vous mettez la production, le besoin d'avoir sa forêt pour une certaine idéologie de protection de l'environnement, pour avoir de la défiscalisation et des compensations environnementales, alors effectivement, il y a des convoitises sur ce marché. Et s'il y a convoitise avec un marché qui n'échappe pas à la règle, et c'est 1% de la superficie chaque année, ça influe quand même sur, quelque part, le marché de ces forêts. Si on regarde de près de 10 ans en arrière, on se rend compte que le marché du bois, je parle sous couvert du CRPF, mais le marché du bois a retrouvé en valeur constante, dans les années en 2023, la même valeur que dans les années 80. Bon, il y a eu l'effet tempête qui a fait un petit peu diminuer ce marché-là, mais le marché du bois sur pied a retrouvé des niveaux de prix intéressants et par voie de conséquence, ça influe sur le marché du parcellaire forestier qui supporte donc ces bois sur pied. Alors, il y a des écarts importants. La région de Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas la région où il y a le prix moyen hectare le plus élevé. Bon, néanmoins, on a des fluctuations très importantes. J'efface l'effet tempête 2009 qui a bloqué ce marché, qui a mis sur le marché des terres ou des parcelles boisées qui étaient de très très faible valeur du fait de des dégâts occasionnés par les tempêtes. Néanmoins, si on regarde sur la partie landaise, on peut avoir des prix qui vont de 3 000 à 8 000 euros hectare en moyenne, je parlais, tout type de bois convenu, sur la partie landaise par exemple, avec des pointes à 13 000 euros. Donc c'est très variable. Et ça dépend aussi du marché du bois, sur les gros bois, sur les coupes d'éclaircies. Donc, c'est un marché très spécialisé. Il faut être initié pour maîtriser ça. Donc, effectivement, il y a ces convoitises. Et ces convoitises-là, avec le marché qui est derrière, les concurrences, peuvent avoir des conséquences importantes, surtout que ce n'est pas un marché régulier. C'est ce que j'allais vous dire, Bruno. C'est un marché qui n'est pas régulé, à l'inverse du marché agricole, qui lui est régulé grâce à des outils. Je pense notamment à l'exercice d'un droit de préemption par la SAFER. C'est pas le cas en forêt, même s'il y a eu des initiatives de prise, je crois, en Île-de-France, où avec l'accord de l'ensemble des parties prenantes, il y a eu des tests justement pour l'exercice d'un droit de préemption sur les petites surfaces. Vous pouvez nous en dire un mot justement de cette initiative et de ce que ça a donné derrière? Rapidement, parce qu'on est en retard, Bruno, d'ores et déjà. Oui, alors, ce n'est pas un marché régulé, à l'image de ce qu'est le marché foncier agricole, qui est régulé notamment par la SAFER. Ce n'est pas un marché régulé ni en termes de prix, ni en termes d'orientation. Autrement dit, n'importe qui, quelle que soit sa superficie, déjà en forêt, petite ou grosse, peut être prioritaire ou peut acheter des forêts sans aucun contrôle particulier. Même si on peut considérer que la mise en place du droit de préférence forestier pour les biens de moins de 4 hectares est quelque part une petite partie de régulation. C'est uniquement à destination des collectivités, de l'État ou des communes. Donc, ça n'a pas un grand effet. C'est pour ça qu'en SAFER Île-de-France a été testée une expérimentation d'instaurer, alors je sais que les forestiers n'aiment pas trop ce mot-là, mais bon, on va marcher sur des œufs, a été instaurée une expérimentation pour mettre en œuvre un droit de préemption sur les parcelles forestières, parce que la SAFER n'a pas de droit de préemption sur les zones forestières, sauf sur certains cas très, très minimes. Donc, on n'est pas dans la régulation. Mais donc, pour contrecarrer ces effets-là, une expérimentation est en cours. En termes de SAFER Île-de-France, il faut attendre les résultats concrets, mais peut-être que ça peut déboucher sur une ouverture possible à une certaine forme de régulation. Alors, on part sur des parcelles de moins de superficie pour l'instant dans l'expérimentation,
Mais c'est peut-être l'initiative qui pourra conduire les forestiers à se dire, après tout, ce marché n'est pas régulé, on peut constater certaines dérives, pourquoi pas, avec un petit taux d'intervention en préemption à définir, mais qui peut être intéressant à mettre en œuvre, surtout, encore une fois, vu les convoitises que j'ai expliquées. Au-delà d'un objectif de régulation qui, bien sûr, ne pourrait se faire qu'avec l'accord et la participation d'un certain nombre d'acteurs du milieu forestier, quel rôle pour la SAFER Nouvelle-Aquitaine, Bruno, s'agissant d'accompagner ces propriétaires forestiers qui veulent acheter, échanger pour optimiser leur gestion durable? Déjà, le premier rôle qui nous est imparti et qui découle des notifications de vente que nous adressent les notaires préalablement aux actes, qui fait qu'on est les seuls quasiment à être dépositaires de l'ensemble des transactions en valeur et en surface. On connaît ce marché, on a la connaissance du marché, on est un observateur de ce marché foncier rural, et dans ce foncier rural, vous avez le marché forestier. Donc le premier rôle de la SAFER, c'est la mise en lumière de qu'est-ce que c'est ce marché, ce que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, avec les limites que j'ai évoquées, ce fait qu'on est observateur, mais on n'est pas trop acteur dans ce marché, en tout cas sous forme de préemption, même si à l'amiable, on a mené des opérations dans le cadre de nos dossiers au quotidien avec les conseillers fonciers, de transférer, de céder, de transmettre ou de regrouper des massifs forestiers à l'image de ce qui s'était fait dans le Médoc après la tempête les tempêtes successives 99 et 2009 pour restructurer justement ces parcellaires et les rendre exploitables pour extraire les chablis, les rendre praticables pour des prix d'intervention des forestiers plus intéressants. Et on l'a vu au travers des incendies de Landiras, la nécessité aussi de se prémunir en restructurant des parcellaires et en faisant qu'il est nettoyé, de se prémunir des risques d'incendie aussi. Donc, si Action SAFER il y a, elle est dans l'animation avec nos collègues du CRPF, évidemment, pour regrouper ce parcellaire en termes de patrimoine et faire que des propriétaires qui ont en moyenne 0,5 hectares en moyenne par parcelle puissent passer à au moins 1,5, voire 2 hectares par îlot de forestier, qui fait que là, on peut intervenir et mécaniser. Donc, on peut être cet accompagnement-là. On veut être à l'initiative d'un groupe forêt au niveau régional pour inviter tous les partenaires, qu'ils soient forestiers, institutionnels, à réfléchir sur, même si on est quand même dans une région, et notamment le Landes, où c'est le plus gros massif forestier. Donc, il n'y a pas de régulation, mais peut-être qu'un petit peu serait pas inintéressant. Peut-être rappeler, Bruno, mais très très rapidement, qu'à l'adresse des collectivités locales, des communes, la SAFER propose un accompagnement pour la récupération des biens vacants sans maître. Et j'imagine que sur le secteur forestier, il y a aussi des parcelles aujourd'hui qui sont vacantes et sans maître identifié et qui pourraient être récupérées par les collectivités locales avec votre appui. Oui, ça c'est une procédure qu'on propose aux collectivités qui ont dans leur territoire des successions de réclamés, il y a des biens qu'on appelle biens vacants et sans maître, qui pourraient, dans une procédure, être réintégrés dans le patrimoine communal par défaut d'héritiers ou de successeurs derrière. Ça, on peut les accompagner. Alors, quand on fait le tri entre ce qui est le potentiel récupérable et ce qu'on peut récupérer, ça se joue à quelques hectares. Et surtout que sur les meilleures parcelles, je pense qu'elles ne restent pas sans droit d'y mettre. Il y a des héritiers derrière. Donc ça fait partie d'une des procédures. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si on va parler de concurrence agricole-forêt, je ne sais pas si tu y reviens. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps, Bruno. Parce que... Je prends quand même 2 minutes parce que les professionnels landais pourraient me le reprocher de ne pas avoir évoqué ça, parce que c'est un vieux débat entre les forestiers et la SAFER. Les forestiers nous voient comme des défricheurs à puissance et les agriculteurs voient les forestiers comme ceux qui leur piquent les terres pour les reboiser. C'est le fameux débat. Et on n'arrive jamais à avoir des chiffres très très clairs sur qui consomme quoi envers l'un et l'autre. Ceci dit, ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'il y a un petit déséquilibre parce que le foncier n'est pas extensible. Il y a des terres, il y a des bois en zone rurale, on va dire ça comme ça. Quand vous déboisez, vous les défrichez pour restructurer votre parcellaire, notamment pour l'irrigation, pour la rendre rationnelle, avec les pivots d'irrigation notamment, il faut faire tout un dossier de défrichement, c'est contrôlé, c'est pas facile, c'est pas évident. Et on vous impose des coefficients de boisement compensateur x2 ou x3 jusqu'à x5. Donc, dans ce sens, pour défricher, c'est quand même un peu le parcours du combattant, il faut le dire. Par contre, dans l'autre sens, quand vous voulez boiser des terres, là, il n'y a quasiment aucune demande à faire quoi que ce soit. Vous êtes propriétaire de terre, vous les boisez. Et donc, quelque part, au final, c'est quand même les parcelles agricoles qui sont toujours la variable d'ajustement. Donc, c'est un débat qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est pas neutre. Et surtout, que les besoins en compensation sur des projets urbanisme où il faut défricher les bois
font qu'il y a nécessité de trouver du boisement compensateur qui peut se faire sur des vieilles parcelles de chablis, mais il n'y en a plus beaucoup, enfin il y en a encore quelques-unes, mais pas autant qu'il faudrait, donc doit se faire sur des parcelles agricoles. Donc c'est un peu la double peine. Pour défricher, c'est compliqué. Par contre, on a besoin de compenser des forêts, donc il faut reposer des terres. C'est un débat. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire dans des restructurations agrico-forestières qui permettraient de satisfaire tout le monde. Bon. Je voulais dire ça. C'est bien de l'avoir évoqué. On ne va pas clore le débat aujourd'hui. C'est une vraie problématique. Julie Méluc, parce qu'on a pris du retard, mais on va vous donner la parole. C'est important. Je rappelle que vous êtes chargé de projet, donc forêt et filière bois au sein de la CDC de Haute-Saintonge. Bruno Lacrampe, à l'instant, parlait de parcelles de Chablis. La reconstitution, d'ailleurs, qu'évoquait Madame Mattiazzo tout à l'heure, hein, la reconstitution des peuplements après tempête. Ça a été une opportunité pour inscrire un certain nombre de propriétaires forestiers dans une démarche de gestion durable? Oui, tout à fait. Effectivement, soit par le biais de restructuration ou de regroupement entre différents propriétaires. Quand on réunit les surfaces, on peut mener plus aisément des travaux de reconstitution et de remise en valeur. Alors, la reconstitution tempête, elle peut être à la fois par des reboisements, et également dans certains peuplements comme les taillis et taillis avec réserve, il s'agit simplement de récoltes qui permettent derrière de laisser la place, de remettre les terrains en lumière et de laisser les semis et rejets naturels se développer. Et là, donc, pour ce qui concerne la Haute-Saintonge, on était bien sur les Chablis de la tempête de 1999, des bois qui n'avaient toujours pas été récoltés depuis, quoi. Hein. Oui, oui. Et alors donc concrètement, vous pouvez nous dire un mot de cette opération, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'elle a été conduite avec la collaboration de la SAFER, de l'ADEME également, je crois, s'agissant de mobiliser un certain nombre de moyens. Vous pouvez nous en dire deux mots, parce que c'est assez exemplaire hein, de ce qui est possible de faire en matière de regroupement parcellaire et de mobilisation de… L'AMI Dynamique Bois a été financée par l'ADEME, la communauté de communes a été lauréate et l'objectif était de mobiliser du bois supplémentaire pour alimenter les chaudières du fonds chaleur dans le respect de la gestion durable et aussi également la bonne articulation des usages, c'est-à-dire le bois énergie qui arrive après le bois d'industrie et le bois d'œuvre. Donc, il y a eu plusieurs… cette AMI s'est passée sur la communauté de communes de Saintonge et également le pays Sud-Charente, donc au total 73 000 hectares de forêt. Et on a mené un focus animation foncière assez fort sur 5 communes où on savait que les bois de feuillus, hein, taillis de châtaignier, taillis de chêne, étaient renversés depuis la tempête et les propriétaires dans la totale incapacité de faire déployer des entreprises pour récolter leurs parcelles. Donc, cette restructuration a été menée sur 5 communes, en 5 tranches, et donc uniquement des échanges amiables et également beaucoup de cessions, puisqu'on a eu à peu près 25% des propriétaires qui étaient vendeurs. Donc, ça permet aussi de remettre ces parcelles pour lesquelles les propriétaires n'avaient plus l'engouement ou le souhait de faire quelque chose, de les transférer vers des propriétaires intéressés pour travailler. Et ça permet de réduire le nombre d'îlots de 30 d'un tiers. Donc, c'est quand même intéressant. Alors oui, on partait d'un foncier extrêmement morcelé. Donc, derrière on a quand même aussi, comme si on est sur une opération amiable, on a à peu près la moitié du foncier qui a été mobilisé ou amélioré. Mais on a aussi une moitié de propriétaires qui n'a pas pu participer puisqu'ils n'étaient soit pas intéressés, soit pas en capacité de le faire quand ils ne sont pas propriétaires sur les titres ou des indivisions qui ne s'entendent pas. Donc des résultats qui restent probants dès lors qu'on y met les moyens en termes d'animation, si j'ai bien compris. Beaucoup d'animation nécessaire. Dès qu'on touche au regroupement ou au foncier, ça nécessite d'énormes moyens d'animation. Pour mener des opérations d'échange amiable, il faut évaluer la valeur des bois pour avoir une valeur d'échange qui puisse être acceptée par tous. Un très bon travail qui a été effectué hein, et beaucoup de communication, d'interaction entre les différents propriétaires et on l'a dupliqué d'une commune sur l'autre. Et la plus difficile, ça a sans doute été la première, comme d'habitude, mais après, ils ont compris l'intérêt qui était quand même majeur pour leurs parcelles, des choses comme ça. Avec une répartition des rôles entre la CDC, la SAFER sur la partie rédaction des actes,
j'imagine. Oui. C'est comme ça que ça s'est Et articulé. animation aussi. Et une première partie L'animation. animation foncière et une deuxième partie, une fois que les actes étaient rédigés et les transferts de propriété réalisés, une deuxième partie d'animation justement pour la mise en valeur des parcelles, des îlots constitués, avec des visites de terrain et des… Merci Julie pour ces dernières précisions. Pierre Baudesson, donc directeur adjoint du CRPF, ce sera la dernière question. On a pris du retard, mais le sujet était tellement vaste. Dernière question, Pierre, peut-être pour que vous puissiez dire vers qui se tourner pour sécuriser un investissement forestier. Oui, je pense qu'il ne faut pas rester seul. De fait, il faut se tourner vers des conseils. Alors, il y a différents types de conseils. Bon, je vais mettre en premier le CNPF, mais c'est parce que forcément, je vais mettre en avant la structure dans laquelle on est. C'est un établissement public qui n'a rien à vendre, rien à acheter, mais par contre, on apporte des conseils, des formations. Il y a des formations adaptées pour les nouveaux propriétaires, des formations plus spécifiques à tel type de sylviculture irrégulière notamment, à couvert continu, où on essaie de développer cette sylviculture en Nouvelle-Aquitaine. Il existe des formations, des réunions de vulgarisation, ça c'est le CNPF. Il y a également le syndicat des propriétaires forestiers, Francilva ou le CISO, qui permet de défendre les intérêts des propriétaires et apporter des réponses aux questions. Mais le propriétaire n'est pas seul, c'est-à-dire que s'il y a un marchand de bois qui vient le démarcher, c'est intéressant pour le propriétaire, mais qui n'hésite pas à consulter, à avoir un gestionnaire de type coopérative, type gestionnaire forestier professionnel, un technicien indépendant, un expert forestier. Il est important de savoir se tourner vers des professionnels, sachant qu'un propriétaire forestier est un exploitant forestier, mais il n'est pas forcément formé à une école de forestière. Donc, c'est important qu'il puisse se tourner. Il y a des structures qui existent pour cela et qui n'hésitent pas à se tourner, que ne reste pas seul. Ça, c'est important, ne restez pas seul. Ça, c'est le message principal, ne pas rester seul en tout cas. Voilà. Merci Pierre Baudesson. Alors, vu l'heure, parce qu'on a pris du retard exceptionnellement, c'est pas notre habitude, mais là, bon, il y avait beaucoup de choses à dire. On va pas pouvoir répondre en direct à toutes les questions, on va en prendre quand même quelques-unes. Donc, la SAFER va organiser une foire aux questions sur le site et toutes les questions qui ont été posées auront une réponse. Je signale d'ailleurs, on les en remercie, les équipes du CNPF sont là en direct pour répondre aux questions du chat, en plus des équipes de la SAFER. Et donc, merci à toutes les équipes du CNPF. Alors, parmi les questions, il y en a on peut peut-être en prendre 2 ou 3. C'est peut-être d'ailleurs Pierre qui va pouvoir nous répondre. Est-il possible de planter du Paulownia, je ne connais pas, dans le Limousin? Oui, le Paulownia est une espèce d'arbre, de fait, qui est peu connu, qui est connu dans les jardins publics et dans les places de village. C'est des arbres avec des très grosses feuilles qui peuvent faire, je ne sais pas, 50 cm de diamètre. Enfin, c'est des très grosses feuilles connues pour une croissance extraordinaire, mais c'est un arbre qui n'est pas forestier. C'est un arbre qui, on fait tout juste, il y a quelques essais qui sont mis en place, mais dans le Limousin, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'essais dans le Limousin, du moins, il n'y a pas d'essais qui sont suivis par le CRPF, ça c'est sûr et certain. Donc, on est assez sceptique sur cette essence qui est vraiment une essence horticole dans les parcs et jardins, éventuellement. C'est une essence à cultiver comme un niveau agricole, c'est-à-dire avec irrigation, mais en forêt, pour l'instant, c'est pas envisageable. Ok. Alors, j'ai une question, je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter, mais quelqu'un qui nous dit quels outils pour penser différemment que coupe rase et panneaux solaires ou coupe rase et Douglas pour améliorer la gestion durable. Je ne sais pas trop comment il faut comprendre la question, Pierre. Vous voulez que je la répète, peut-être? Non, c'est bon. Quels outils possibles? Alors, de fait, pas rester seul, ça c'est encore, je le dis, je le répète, s'informer auprès des gestionnaires forestiers, il peut y avoir d'autres itinéraires possibles, avec peut-être un chèque moins gros à la clé, mais n'empêche qu'une gestion qui est peut-être plus durable en matière environnementale que la coupe rase et le panneau photovoltaïque, par exemple, où ça c'est du défrichement, de toute façon, c'est hors de question en forêt, donc c'est une autre itinéraire. Et donc, de fait, les outils, il y a les catalogues des stations pour savoir ce qui est possible de planter sur sa parcelle. Il y a des outils numériques qu'on développe nous, mais il y en a d'autres qui se développent par ailleurs et qui sont très bien également, mais je parlerai du BioClimSol, c'est un outil développé par le CNPF et qui est mis en place par les techniciens de CRPF qui permettent d'aider au choix des essences possibles sur la parcelle en prenant en compte les changements climatiques.
Donc, c'est important de faire notamment le plein d'essence, hein, comme pour sa voiture, pour sa parcelle. Il ne faut pas se fixer sur une essence. Et donc, une des actions pour limiter les dégâts, c'est le plein d'essence. Donc, le mélange, notamment quand on peut. Quand on peut, hein, c'est pas possible. Allez, 2 dernières questions très rapides. Une à l'adresse de Madame le maire de Bussac-Forêt. Est-ce que les maires peuvent refuser des demandes d'autorisation de coupe? Oui. Bon, S'ils ont des espaces boisés classés, ils peuvent les refuser. très bien, Et merci. c'est très encadré. Hein. C'est très encadré. Et dernière question pour Bruno Lacrampe. Est-ce que la SAFER peut faciliter les regroupements de parcelles en mettant en contact les propriétaires pour réaliser des îlots plus importants? J'imagine que sur l'exemple de Haute-Saintonge, peut-être la SAFER a contribué, ou il y a peut-être d'autres exemples, Bruno? Oui, ben, c'est l'exemple dont on vient de parler. C'était aussi l'exemple du Médoc qui était le premier d'ailleurs à l'époque pour regrouper ces micro-bandelettes de fonciers forestiers qui étaient inextricablement, on ne peut pas les exploiter. Donc ça, c'est les chantiers. Alors certes, c'est de l'animation, c'est des chantiers de longue haleine parce que beaucoup d'indivisions sont propriétaires de ces petites parcelles. Il faut retrouver tous les indivisaires, sinon c'est compliqué. Donc c'est un travail qui nécessite beaucoup de mobilisation d'animation, que ce soit côté CRPF ou conseiller foncier SAFER, mais ça fait partie des outils qu'on peut mener. Certes, il faut être accompagné parce que de nous-mêmes, on ne peut pas mobiliser autant de personnel sur ces chantiers-là, mais il y a un intérêt général collectif. Et comme je le rappelais tout à l'heure, la notion, et les incendies de l'Andiras l'ont bien rappelé, cette notion de protection contre l'incendie, ça passe aussi par la gestion des propriétés et la mise en œuvre de débroussaillements et débrousser des parcelles intéressantes et mécanisables, c'est plus facile que des petites parcelles. Donc là aussi, il y a de l'intérêt, la plus-value, ça peut mobiliser les acteurs de la protection des incendies dans cette démarche-là. Merci pour cette dernière réponse. Alors, pas de frustration. Hein. Donc, les questions qu'on n'a pas pu prendre en direct, vous allez les retrouver sur la foire aux questions qui va être donc mise en place par la SAFER Nouvelle-Aquitaine à la suite de ce webinaire. Merci donc à tous les 4, hein, Lise Mattiazzo, Julie Méluc, Pierre Baudesson, Bruno Lacrampe, merci d'avoir donc répondu à l'invitation de la SAFER. Merci donc pour votre contribution, vos informations. Merci à tous nos internautes et toutes nos excuses encore pour le retard que l'on a pris. C'est tout à fait exceptionnel et pas dans nos habitudes, mais il y avait beaucoup à dire. Vous étiez plus de 250 inscrits aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges grâce au replay, à la fois donc disponible sur le site de la SAFER Nouvelle-Aquitaine et sur sa chaîne YouTube. Merci donc encore d'avoir suivi ce live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.